On a 3 personnalités connues du monde des affaires qui vont faire partie du panel où on va parler de productivité et d'innovation vu par un dirigeant d'entreprise ou ex-dirigeant d'entreprise. Alors, je vous les présente. Très sommairement, il s'agit de notre ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon. Bonjour. Également, Jacinthe Côté, administratrice de société, présidente du conseil d'administration d'Hydro-Québec et ex-dirigeante, présidente et chef de la direction de Rio Tinto Alcan. Bonjour, Madame Côté. Bonjour. Bonjour. Et Nancy Simoneau, qui est présidente et chef de la direction de Groupe Simoneau, qui est une entreprise qui est un leader mondial dans la production de chaudières industrielles avec des composantes d'efficacité énergétique. Une compagnie très innovante. Alors, bonjour Nancy, ça va bien? Bonjour, bon matin. Alors, bon matin à tous. Compte tenu qu'on n'a pas beaucoup de temps et on veut vraiment vous entendre à titre de dirigeant, ex-dirigeant d'entreprise, on va tomber tout de suite en action avec la première question. Alors, on a écouté la vidéo d'Industrie Mayotte, on a parlé un peu d'innovation, de la raison d'être de l'initiative, de l'objectif. Pourquoi, selon vous, les entreprises doivent tout de suite passer à l'action quand on parle d'innovation, quand on parle de productivité? Je commencerai donc avec peut-être Mme Côté. Merci. Premièrement, j'aimerais remercier les entrepreneurs qui sont là. Écoutez, j'en ai dans ma famille, dans le cercle d'amis. Alors, je comprends par où vous passez ces temps-ci. Alors, le fait que vous soyez avec nous, c'est que vous êtes motivés à avancer. Merci. J'aurais 2 raisons. Premièrement, il ne faut jamais gaspiller l'effet d'une crise. C'est de profiter du sens de l'urgence et de l'alignement des troupes que ça provoque. Deuxièmement, on voit dans cette crise-là, il y a clairement des tendances qui se dessinent et donc qui vont rester au moins en partie au cours des prochaines années. Il faut carrément en profiter. Alors, je dirais, il y en a 3, entre autres. La reprise va être plus verte. Je pense qu'on est chanceux au Québec, on a de l'énergie propre, on a tous les chantiers de transformation énergétique qui sont en cours. Alors, nos communautés vont être plus exigeantes en termes de qualité des produits, de protection de l'environnement, de leur santé. C'est définitivement un chantier qu'il faut prendre en considération et qui peut devenir une très grande opportunité, surtout ici au Québec. Le deuxième, c'est toute l'augmentation de l'économie sans contact. Alors qu'on parle d'employés qui travaillent à la maison de façon électronique, qu'on parle de commerce B2B, B2C, et on a entendu parler dans la vidéo, toute la transformation 4.0, vous me permettrez, moi, tout le traitement des données dans le secteur minier, c'est le nouveau minerai, là, qui avec une valeur vraiment importante. Et c'est important également dans le secteur manufacturier. Alors, je sais, j'entends souvent, ça coûte cher, on ne voit pas les opportunités. Moi, je pourrais donner des exemples tout à l'heure, mais il y a vraiment une opportunité majeure. Et si vous pensez que ce n'est pas accessible, je pourrais vous parler d'un petit OBNL qui fait des miracles à répondre à 47 millions de requêtes et faire de l'analyse de données à nos profs. Alors, si un petit OBNL peut le faire, je pense que vous pouvez en faire un bout aussi. En plus, on a un écosystème d'intelligence artificielle qui est très fort au Québec, donc c'est un pilier sur lequel on peut miser. Et finalement, je dirais toute cette tendance à réduire nos chaînes d'approvisionnement, ça a pris nos années chez nous, acheter chez nous, c'est tout encore une tendance qui peut vous favoriser. Alors, c'est pour ça que je pense que c'est maintenant que ça se passe. Tout à fait, tout à fait. Notre ministre, M. Fitzgibbon, est-ce que vous avez des commentaires par rapport à ce que Mme Côté nous a partagé ou votre propre point de vue? Oui, bien, on se rappelle qu'on parle ici à titre de dirigeant d'entreprise, ex-dirigeant d'entreprise. Premièrement, merci beaucoup, Sylvie, pour l'invitation et heureux d'être avec mes collègues, Mme Côté et Mme Simoneau. Juste complémenter ce que Mme Côté vient de dire. Je pense que un des éléments déclencheurs aussi pour innover assez rapidement, c'est la fameuse mondialisation, qui est plus seulement un concept, qui est une réalité. Donc, nos PME du Québec, leur marché comparatif, c'est le monde. Ce n'est plus juste le Québec ou le Canada. Donc, je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui avec les chaînes d'approvisionnement qui sont intégrées. Donc, je pense que l'investissement en innovation va permettre d'avoir une productivité accrue pour ces PME-là, donc plus exportées. On parle de COVID, bien évidemment, il faut aussi accepter qu'il y a beaucoup de réinvention qui doit se faire. Nos sociétés doivent se réinventer, les chaînes de pro commencent à se dissocier, il va y avoir l'achat local, d'un côté de le mentionner. Donc, pour pouvoir se réinventer, s'ajuster, la technologie, l'innovation va devoir être au rendez-vous. Et rapidement, à la fin, l'intelligence artificielle, je pense que c'est clair,
On parle beaucoup du big data, on parle beaucoup comment on utilise nos données. C'est bien beau les algorithmer avec l'IA, mais avant les algorithmer, il faut comprendre quelles sont les données qui sont les plus pertinentes pour ton modèle d'affaires. Et ça, je pense, ça requiert beaucoup d'investissements en innovation pour pouvoir les comprendre, les capturer et ensuite, évidemment, les modéliser pour se donner un avantage comparatif par rapport aux compétiteurs. Donc, je pense que c'est 3 facteurs qui complètent très bien ce que Mme Côté vient de mentionner. Parfait. Nancy, je me permets d'appeler Mme Simoneau Nancy parce que ça fait longtemps que je la connais. En fait, oui. Je veux lui dire un grand merci parce qu'elle est avec Investissement Québec depuis de nombreuses années. Elle a fait partie de la table des partenaires influents qui nous ont aidés à bâtir le plan d'action dans le cadre du manufacturier innovant et elle nous accompagne, nous, pour être sûr qu'on répond aux besoins des entrepreneurs. Alors, Nancy, est-ce que de ton côté, tu as un message que tu aimerais communiquer par rapport à ce qui a été dit ou par rapport au fait que, on le dit chez Investissement Québec, il faut passer à l'action. Hein? La planète, la compétition et la planète, ce n'est pas juste le Québec, ce n'est pas juste le Canada. Alors, de ton côté, pourquoi les entreprises devraient passer à l'action tout de suite? Bien, parce que, merci, premièrement, merci de m'avoir avec vous ce matin. C'est un honneur de partager ce panel-là avec M. Fitzgibbon et Mme Côté. Bien, moi, de mon côté, ce que je peux vous dire, c'est que de rien faire, c'est vraiment pas une option. Parce que la croissance de la possibilité de la technologie est exponentielle. Alors, on a appris récemment dans notre société qu'est-ce que ça veut dire exponentiel. Alors, il faut absolument qu'on puisse capitaliser sur cette technologie-là, puis on peut l'adapter à n'importe quel domaine. Moi, dans mon cas, moi, je suis dans un domaine extrêmement traditionnel de la chaudière, mais il faut faire des efforts pour pouvoir justement arriver à faire plus avec le même nombre d'employés parce que notre société est un peu vieillissante. Puis, c'est difficile aussi d'avoir de l'immigration qui vient nous supporter dans nos démarches. Alors, si on veut continuer à croître, bien, il faut qu'on soit capable d'être innovant puis de se remettre en question assez souvent parce que sinon, on n'est pas voué un bel avenir. Puis aussi, l'autre chose que je trouve, c'est qu'il faut avoir une vision à long terme comme entrepreneur. Souvent, on veut avoir des résultats très, très, très rapidement parce qu'on était avant COVID dans une société qui était plus de court terme, mais le positif du COVID, je pense, c'est que ça va nous amener à penser à long terme avec toutes les dépenses qu'on vient de faire au niveau des gouvernements. M. Fitzgibbon, vous en êtes bien conscient. Si on ne pense pas long terme, on va se décourager comme société, puis c'est pas une option de se décourager. Alors, il faut qu'on se retrousse les manches. On n'a pas le choix. Exactement, on n'a pas le choix. Alors, tout à fait. Je vais passer maintenant à une deuxième question. À titre de dirigeant d'entreprise, vous avez vraiment piloté le déploiement de grands projets transformationnels pour les entreprises que vous avez dirigées. J'aimerais ça, si c'était possible, que vous nous parliez d'un projet qui a été particulièrement stratégique pour votre organisation. Aussi, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de prendre le risque d'aller de l'avant? Parce qu'on sait qu'à chaque projet, il y a toujours un degré de risque. Et quelles leçons avez-vous apprises de ces projets-là qu'on peut partager avec nos entrepreneurs qui sont ici aujourd'hui? Alors, peut-être on pourrait commencer avec notre cher ministre que j'aime beaucoup, M. Fitzgibbon. Écoutez, étant donné mon âge, je retourne pas mal loin en arrière. Je retourne en 2006, en fait. J'étais dirigeant principal, PDG de Atrium Innovation, une société impliquée dans les produits nutraceutiques. On parle des vitamines. Alors, une industrie assez artisanale, je dois avouer, à l'époque. Et on avait quand même un chiffre d'affaires de 500 millions de dollars, mais on voyait à l'horizon une compétition accrue de la part des pharmaceutiques. On a vu Pfizer s'en aller avec des produits comme Centrum et ainsi de suite. Donc, je réalisais que nous n'avions pas la plateforme technologique pour compétitionner avec les pharma. On parle des procédés de fabrication automatisés. On parle de la gestion, évidemment, des produits. Donc, on a décidé à l'époque d'investir dans un programme ERP. Donc, aujourd'hui, ERP, c'est une exigence, mais en 2006, c'était au début pour les PME.
Donc, le projet requérait l'investissement à peu près équivalent à 20 de nos ventes. On avait 500 millions de revenus, on a mis 100 millions dans ce programme-là. Alors, il fallait avoir de l'audace, du courage, parce qu'on a hypothéqué pendant un an et demi, notre opération. Mais bon, après les faits, je pense que c'était un bon investissement, c'était laborieux. Il n'y a personne qui passe à travers un tel projet sans heurts, surtout pour une PME, une grosse PME. Donc, c'est l'exemple est joué aujourd'hui. La société, je suis content de voir qu'elle est maintenant incorporée comme une division importante de la compagnie Bayer. Donc, ça a été quand même un bel investissement qui a beaucoup légitimisé une industrie qui, à l'époque, était questionnée sur son côté authenticité, au côté légitimité. Donc, c'est un projet qui regroupait plusieurs facettes de notre stratégie de développement, mais qui, encore une fois, était audacieux en termes financiers et surtout en termes d'impact sur les relations humaines à l'intérieur de l'entreprise. Donc, il faut être audacieux, ça c'est certain. Il faut aller de l'avant malgré le niveau de risque parce que c'est une question de compétition mondiale. Mais peut-être en une phrase, c'est quoi la leçon que vous avez apprise par rapport à ce projet-là? Je pense qu'il faut avoir de l'audace, il faut bien communiquer parce que le talent est tellement important. C'est un projet qui a requéri évidemment quasiment la moitié de l'entreprise. Donc, la communication des objectifs de la direction est très importante parce que ce n'est pas des commandes qu'on donne, c'est qu'on veut mobiliser les gens. Puis là, en 2006, les procédés ont changé, mais je pense que audace, résilience, mais surtout comment mobiliser le talent en dessous de nous autres. Très bon point. Nancy, de ton côté, un grand projet transformationnel que tu as piloté dans ton organisation. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de prendre le risque et quelles leçons ont été apprises? Bien, moi, de mon côté, c'est un peu ironique. C'est que notre plus grande innovation chez nous qu'on a faite, c'est parce qu'on ne voulait pas prendre de risques. On avait vendu un projet en 2005 où est-ce que c'était un énorme projet pour nous à l'époque. Puis les efficacités requises des chaudières étaient supérieures à ce que nos ingénieurs prévoyaient dans le calcul. Alors, on aurait pu tricher, j'imagine. Certains font ça, mais c'est contre mes valeurs de tricher. Puis l'intégrité, pour moi, c'est bien important. J'ai dit à mes ingénieurs, c'est pas une option de faire des chaudières qui n'ont pas l'efficacité requise par le devis. Alors, j'ai dit, allez à votre table de dessin, puis quand vous allez avoir trouvé une solution, vous viendrez me voir. Puis finalement, c'est là qu'on a fait notre plus grande découverte. On a développé une chaudière qui a des économiseurs intégrés, qui a maintenant un brevet sur ces chaudières-là. Puis nos compétiteurs tentent d'imiter cette chaudière-là, puis c'est un de nos plus gros vendeurs. Alors, j'étais bien fière d'avoir la valeur d'intégrité parce que c'est ça qui nous a amenés à développer cette chaudière-là qui nous propulse depuis un certain temps vers une croissance puis une renommée internationale. Alors, je suis très fière de mon équipe. En termes de leçons apprises? Bien, la leçon apprise, c'est suivre ses valeurs, puis être intègre, puis de croire en ton équipe aussi, parce que ils sont capables de plus que ce qu'ils pensent, bien souvent, puis c'est de les guider, d'avoir un leadership pour les amener plus loin, puis de trouver des solutions. Puis ça fait partie du rôle de l'entrepreneur de faire ça avec son équipe, de les stimuler, puis de les faire avancer. Puis je prends pas très au sérieux cette fonction-là que j'ai dans mon rôle. Puis, c'est une fierté que ça a réussi à plusieurs reprises jusqu'à maintenant. Des fois, on échoue, on ne dit pas tout le temps, là, mais on échoue des fois. Hein? On les cache, ceux-là. Ah, très bien, très bien. Et puis, ça doit faire quand même un petit velours de savoir que les concurrents vous copient. Oui, ça, j'aime beaucoup ça. Oui, hein? J'imagine. Un peu la récompense des fois. OK. Madame Côté, de votre point de vue, vous avez dirigé Rio Tinto Alcan, entre autres. Et pouvez-vous nous parler d'un grand projet transformationnel, justement, leçon apprise, aller au-devant du risque, même s'il y a du risque? Je pense que je vais commencer par les leçons apprises qui sont très en ligne avec M. le ministre et ma collègue ici. Alors, c'est
faut rêver fort puis il faut persister. Je dirais que c'est un projet qui s'est étiré sur plus d'un PDG. J'ai fait mon passage de flambeau à mon successeur. Et carrément, c'était de transformer notre aluminium en véritable solution pour les changements climatiques. Il faut se rappeler qu'on était longtemps perçu comme un des plus grands pollueurs au Canada. Et on a carrément changé l'histoire pour devenir une partie de solution importante pour donner de l'oxygène à la planète, ce qui devient également très mobilisant pour les employés parce que ça donne un sens à ce qu'ils font. Alors, je dirais, une des étapes importantes, c'est qu'on a investi beaucoup dans la technologie et on a modernisé notre parc. Ce qui fait que ça nous a fait passer en termes d'émissions de gaz à effet de serre d'un facteur 10 de moins. Alors, vraiment, puis le fait que l'aluminium est produit à partir d'hydroélectricité. La deuxième innovation qu'on a faite, donc c'est une innovation technologique. La deuxième qu'on a fait, ça a été une innovation commerciale. On l'a brandé d'aluminium le plus vert au monde. Et c'est reconnu maintenant. Notre aluminium est vert. Il n'y a pas personne qui ne pense pas qu'on n'est pas une solution exceptionnelle pour les changements climatiques, avec tout l'allègement des transports. Donc, pire pollueur à de loin partie de la solution. Parce que c'est ça, l'innovation, une fois qu'on fait les bonnes choses, ça va plus loin que la technologie. Et je dirais pourquoi je dirais persistance. Quand on est... le troisième volet qui s'en vient, puis j'espère qu'il va être livré dans les prochaines années, c'est les anodes inertes. Nos anodes se consument, puis je ne veux pas tomber dans de la guerre technologique, dans de la bataille technologique, là, mais travailler énorme pour les rendre non consommables, ce qui fait que nos opérations ne vont pas produire plus de carbone que les véhicules qu'on utilise pour l'éclairage et le chauffage de nos bâtisses, c'est le saint graal de l'aluminium, ça. Et on y a travaillé pendant plusieurs années. Et pendant les chiffres, je parlais de 2009, là, nous, du jour au lendemain, l'aluminium est passé de 3 000 à 1 000 la tonne. On perdait cash de 1 à 3 millions par jour. On est presque gros, là, que c'était pas, là, gros pour nous autres, 1 à 3 millions. On n'a pas arrêté le projet. Je peux pas vous dire le nombre de nuits de sommeil que j'ai perdu là-dessus, là, parce que quand tu empruntes à tout le monde puis que tu gardes ton projet, là, c'est pas évident. Mais aujourd'hui, mon successeur a fait une autre innovation de modèle organisationnel pour s'assurer qu'on a la capacité en tout temps de maintenir ce projet-là. Une alliance avec Alcoa, nous, et Apple, qui veut absolument continuer à verdir ses produits. Alors moi, j'espère qu'Apple va éventuellement changer son nom pour Green Apple. Bon, ça leur appartient plus qu'à nous, là. Mais innovation technologique, innovation commerciale, innovation modèle d'affaires. Alors, quand les anodes inertes vont être mises en opération, moi, je vous dis, ça va être la plus grande transformation de l'industrie aluminium depuis que le premier lingot a été fait. Et ça va se passer ici au Québec. Persistance, rêve et fort. Wow! C'est vraiment, je dirais, très éloquent ce que vous venez de dire. Et puis, j'aime beaucoup le fait que vous avez touché les différentes composantes d'innovation. On pense souvent à l'innovation en termes de processus, d'automatisation, de robotisation. Mais il y a aussi, comme vous avez dit, l'innovation en termes de développement des affaires, marketing, approche. Le branding que vous avez parlé, c'est tout à fait un bel exemple. Et aussi, il y a de l'innovation organisationnelle. Hein. Il y a des organisations qui n'ont même pas de patron. C'est des cellules qui travaillent ensemble et qui font avancer les différents projets. Et donc, on a différentes composantes dans l'innovation. Et puis, tant mieux si on peut travailler sur différents fronts en même temps pour être encore plus performant. J'ai une autre question pour vous. On va commencer justement avec Mme Côté parce qu'on est, on est dans la bonne voie. Alors, je le disais, vous avez dirigé des entreprises, vous avez dirigé Rio Tinto Alcan. Et parmi les initiatives que vous avez développées, il y en a sûrement qui étaient très axées sur augmenter la productivité. Alors, c'est quoi votre approche en matière de productivité et comment, de façon concrète, vous l'abordez pour être capable de vraiment voir l'évolution de la productivité et que ça donne les résultats souhaités? Ouais, il faut l'entrer tranquillement dans l'ADN. Je dirais, ça commence. Puis souvent, l'innovation, ça fait peur parce que les gens voient toujours des grosses entrées en capitaux, mais il y a de l'innovation qui ne coûte rien. C'est une grande discipline organisationnelle. Je dirais, premièrement, il faut se donner de l'ambition. Puis pour ça, il faut oser se comparer. Il ne faut pas expliquer pourquoi l'autre est meilleur que nous. Il ne faut pas être défensif. Il faut se comparer nos départements à l'interne. Il y a beaucoup à apprendre. Nos compétiteurs à l'externe et d'autres types d'entreprises aussi, parce qu'on apprend beaucoup. Et moi, je dis souvent à mes équipes, arrêtez de vous obstiner que ce n'est pas comparable, puis arrêtez d'être défensif. Commencez à avancer.
La cible, on l'ajustera dans le temps, la pente qu'on prendra, mais arrêtez de vous obstiner, commencez. Et on avait typiquement un objectif de 3 % d'amélioration par année. 1,5 sur l'organisation, le jus de bras, je dirais, là, puis 1,5, mon éducation peut injecter un petit peu de capital, mais ça nous permettait de constamment battre l'inflation. Mais il fallait toujours être proactif. On a des départs à la retraite, on a des réorganisations. Quel travail n'ajoute pas de valeur? Mais on partait le budget en disant, l'an prochain, il faut faire 3 % meilleur. Parce qu'on va avoir de l'inflation à combattre. Alors ça, puis je dirais que c'est mobilisant parce que on utilisait des méthodes comme Lean Six Sigma, là, puis il y a d'autres méthodes qui sont comparables, mais ça avait le double effet d'enlever des irritants. Parce que les employés, on voulait beaucoup prendre leurs idées. Puis souvent, bon, il y a des irritants. Moi, je disais, du linge sale, c'est pas grave, c'est de pas avoir de laveuse qui est grave. Alors, cette mécanique-là permettait d'enlever énormément de frustration et d'amener une productivité sans qu'on se coupe l'os. Parce que la productivité, on peut couper l'os, puis là, on s'en remet pas. Alors, c'est une discipline simple, c'est culturel, on doit aller chercher 3 % par année pour battre l'inflation, mais c'est avec un grand engagement des employés. Le deuxième niveau, évidemment, là, on peut parler d'automatisation, on peut parler d'investissement technologique, j'en ai parlé tout à l'heure. Il faut mettre un peu de capital. Là, on allait chercher, des fois, il faut même pas mal mettre de capital. Si moderniser une installation, pour nous, c'est très cher. Mais ça ramenait sur 8 à 10 % sur l'ensemble du parc de productivité. Donc, on partait avec au moins 3. Aux 5-6 ans, on allait chercher un 8-10 %. Et il y a le transformationnel, il y a celui des anodes dont j'ai parlé. Mais il y a celui du numérique qui s'en vient pour chacun de nous, qui va être l'équivalent de nos anodes inertes, qu'il faut vraiment regarder et que nos entreprises doivent regarder. Alors, il faut le regarder en morceaux. Puis si ce sont de très gros morceaux comme quand on fait des transformations technologiques, si on passe au 4.0, moi, je pense qu'il faut le dérisquer en y allant par étapes, en pilotant dans des secteurs. Et c'est comme ça qu'on a plus de chances de réussir. Mais le premier niveau de productivité, il est accessible à tout le monde et il est zéro risque. Il faut au moins commencer par là. Excellente suggestion. Merci beaucoup d'avoir partagé cette belle réalisation. Nancy, de ton côté, productivité, peux-tu nous en parler? Point de vue, comment augmenter la productivité, cible, façon de faire? Comment je vois ça, c'est que la productivité, c'est surtout la notion de la valeur ajoutée. Puis c'est un terme qu'on utilise beaucoup. Comment on crée de la valeur pour notre client, puis comment nos étapes de fabrication ou nos étapes de prestation de service donnent aucune valeur. Puis c'est d'essayer d'éliminer le plus possible ces choses-là qui créent pas aucune valeur. Puis des fois, il faut être à l'écoute de nos clients, il faut être à l'écoute de nos employés pour voir qu'est-ce qui, chez eux, crée une valeur. Parce que qu'est-ce qu'on a comme perception, nous autres, de ce que c'est une valeur pour un client ou pour un employé? Souvent, c'est pas la même chose que le client puis l'employé lui-même a. Alors, la valeur ajoutée, c'est un terme qu'on devrait, qu'on prend beaucoup. Après ça, la propriété intellectuelle, c'est sûr que pour nous, c'est majeur. Puis on veut être hyper innovant dans ce qu'on fait, puis on veut aussi, tant qu'à avoir besoin de créer de l'énergie puis de la vapeur ou de l'eau chaude, on essaie de le faire de façon le plus efficace pour consommer le moins de gaz ou de combustible. Alors ça, la propriété intellectuelle, on est beaucoup là-dessus. Puis à chaque fois qu'on veut prendre de la croissance ou on veut savoir comment on peut faire mieux avec ou avoir une meilleure croissance, prendre une croissance sans vraiment ajouter d'employés pour pouvoir donner des tâches qui sont beaucoup plus intéressantes à nos employés. Il ne faut pas oublier que la jeune génération qui s'en vient, ils sont pas comme nous capables d'attendre vraiment à avoir du plaisir puis dans leurs emplois puis du fun, de l'expérience pour pouvoir profiter pleinement d'un emploi. Alors eux, ils veulent que ce soit maintenant que ça se passe, puis nous comme dirigeants, c'est à nous de mettre les stratégies gagnantes en place pour qu'on puisse les accueillir dans nos organisations puis qui puissent s'épanouir, puis en même temps faire épanouir, rayonner, puis amener le côté beaucoup plus fin au niveau de la technologie que les jeunes ils nous amènent. Alors moi j'adore avoir des jeunes dans notre entreprise parce qu'ils nous font évoluer puis ils nous amènent ailleurs. Là. Alors c'est pas mal ce qu'on fait.
c'est une job de tous les jours d'être plus productif et plus innovant. C'est pas juste une retraite stratégique ou une fin de semaine à penser. C'est vraiment, c'est pour que ça fasse partie de notre day-to-day. Alors, c'est comme ça qu'on le vit chez nous. Excellent. Excellent. Donc, faire plus avec moins. On peut résumer ça comme ça, un peu la productivité. Il nous reste peut-être 1 minute à 2. Alors, peut-être j'aimerais entendre vraiment notre ministre Fitzgibbon sur la question de la productivité. Comment on augmente la productivité? Oui, je suis d'accord avec Jacinthe qui disait qu'il faut que l'ADN d'une entreprise soit modulé en conséquence. Et moi, je venais de l'optique de PME, là, je ne parlais pas de la Banque nationale ou d'Antar, on avait des équipes de transformation. Dans une PME, ça se dit un peu différemment. Je pense que la mobilisation des employés est très importante. Moi, je crois beaucoup, par exemple, chez Atrium, j'avais des projets annuels que j'avais copiés sur d'autres entreprises où on avait des appels d'offres, appels à projets, des petits groupes d'employés nous recommandaient des façons d'innover qui demandaient du capital ou pas de capital. Puis on avait un petit prix, un week-end de villégiature. Alors, il y a eu un engouement de la part des employés de pouvoir participer à la mobilisation, participer à la création de projets pour augmenter la productivité. L'autre chose qui est importante, c'est de mesurer et d'informer les gens. On a eu une période dans l'histoire des entreprises où l'information n'était pas partagée. Hein? Les profits, on les gardait, on n'en divulguait pas. Donc, conséquemment, les gens assumaient n'importe quoi. Après ça, on est allé avec, j'appellerais un overload d'informations. On donne trop d'informations. Quand je vois des sociétés qui ont des plans stratégiques avec 25 mesures de performance, ça ne marche pas. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire des petites équipes. Il faut cibler certains facteurs, certains indicateurs qui sont pertinents pour la profitabilité ou la productivité. On les mesure, on met les cibles avec les employés et sur une base continuelle, on fait état de notre progression. Il n'y a rien de mieux que les gens se sentent partie prenante d'une prise de décision ou d'établissement d'objectifs et collectivement, on arrive au bout. Donc, limiter le nombre d'indicateurs, parce qu'on en a trop souvent, participer avec les employés, établir les cibles de façon consensuelle, et troisièmement, les mesurer et de faire une réédition pour qu'on puisse continuer s'améliorer. Excellent. Écoutez, le temps est déjà terminé. Le temps file vraiment. C'était une conversation très, très, très intéressante, très enrichissante. J'espère que nos entreprises du Québec ont apprécié. Il y a vraiment des belles leçons apprises. Mais ce que je retiens, là, c'est qu'il faut aller de l'avant. Il faut passer à l'action. Alors, sur ce, je vous remercie sincèrement. Vous avez été très généreux et puis je suis très contente aujourd'hui de vous avoir parmi nous. Merci à vous trois. Merci beaucoup. Bonne continuation, merci. Bye. Alors, merci à nos 3 panélistes, le ministre Pierre Fitzgibbon, Jacinthe Côté, Nancy Simoneau et Sylvie Pinsonneau. Merci d'avoir brillamment mené cette conversation très intéressante. On nous a indiqué, et technologie oblige, que nous avons un léger décalage avec vous, 1 minute à peine, par rapport à ce que nous faisons en direct ici des studios Solotech, avenue Hochelaga à Montréal. Alors, pour qu'on puisse se resynchroniser, on va faire une pause d'1 minute, puis après, je vais vous présenter, avec beaucoup d'intérêt d'ailleurs, ce qu'on appelle le concept de nos capsules Conseil Express. 1 minute seulement pour se resynchroniser.